C'est après avoir réalisé plus d'une trentaine de films, collaboré avec des auteurs aussi prestigieux qu'Arthur Miller ou encore Günter Grass, reçu une Palme d'Or à Cannes, un Oscar du meilleur film étranger, que le cinéaste allemand Volker Schlöndorff revenait en France, sur la côte atlantique, tourner les derniers plans de son film « La mer à l'aube ». Né en 1939 à Wiesbaden en Allemagne, c'est à l'âge de 17 ans que Volker Schlöndorff découvrait pour la première fois la Bretagne. C'est à Vannes, dans un collège de pères jésuites, que le jeune Volker allait apprendre le français, qui lui permettrait par la suite de poursuivre ses études à Paris. Et c'est au début des années 60 qu'il allait pouvoir commencer à vivre de sa passion du cinéma, en devenant l'assistant de réalisateurs comme Alain Resnais, Jean-Pierre Melville ou Louis Malle. Aurait-il pu imaginer, lorsqu'il apprenait la langue de Molière, qu'il y reviendrait 50 ans après, sur ces terres bretonnes, pour y raconter comment, à Paris, sous l'occupation allemande, du haut commandement de l'autorité militaire du Troisième Reich à une petite sous-préfecture de Loire-Atlantique, se scellerait le destin de 27 otages, dont celui d'un jeune homme lui aussi âgé de 17 ans, Guy Môquet. Alors Guy Môquet et moi, c'est une histoire très personnelle. Il avait 17 ans quand il a été fusillé. Moi, j'avais 17 ans quand je suis arrivé à Vannes dans le Morbihan, 10 ans après la guerre, pour apprendre le français. Et au collège des Jésuites à Vannes, j'ai toujours entendu parler que pas loin de là, à Châteaubriand, il y avait eu massacre ou autre chose. Mais comme on a voulu me ménager, le petit camarade allemand qui est arrivé là, on n'avait pas envie de parler de la guerre, nous on voulait parler du futur et de l'Europe. Je n'ai jamais su vraiment ce que c'était. Et 50 ans après, quand j'ai publié mon autobiographie, Tambour battant, chez Flammarion, un journaliste m'a interviewé, et à la fin de l'interview, il m'a donné un livre. C'était Pierre-Louis Basse, et ça s'appelait « Une enfance fusillée ». Et j'ai lu enfin ce que mes camarades de classe n'ont pas voulu me raconter. Puis un jour, j'ai reçu un mail de Volker Schlöndorff me disant qu'il avait beaucoup aimé ce livre et qu'il fallait en faire un film. Donc voilà, vous imaginez mon bonheur. Alors après, Schlöndorff a fait un boulot phénoménal qui l'a bien sûr rendu libre et qui l'a éloigné du livre. Alors je me suis dit, il faut que je le fasse. Il y a quelque chose comme un retour, je veux dire, un demi-siècle après. C'était comme si Guy Môquet avait frappé à ma porte. Et je trouve ça, oui, très fort et bouleversant que ce soit un Allemand, comme Volker Schlöndorff, avec tout le rapport qu'il a à la mémoire, il l'a souvent raconté, qu'il soit arrivé au terme, non pas au terme de ses films, puisqu'il continue à faire du ciné, il en fera d'autres films, mais de sa réflexion sur la mémoire, qu'il soit arrivé à Guy Môquet, je trouve ça assez fort. Ouais. Et en me plongeant dans la documentation, j'ai découvert des choses qui m'ont encore plus encouragé, à savoir que l'écrivain Ernst Jünger, tant célébré, publié dans la Pléiade et tout ça, à l'époque avait été officier à l'hôtel Majestic, à la Commandantur à Paris, et était en charge, par son général, spécialement de ce dossier, de cette affaire. Et que lui, le grand écrivain, avait traduit la lettre de Guy Môquet et des 48 autres fusillés dès le lendemain, pour prouver dans son rapport que ces fusillades d'otages étaient contre-productifs. Alors, donc, j'avais là deux sources extraordinaires, tout le matériel documentaire des archives françaises et ce document de Ernst Jünger. Et avec tout ça, je suis parti aux États-Unis dans une petite cabane que j'ai sur la côte et pendant 6 semaines, j'ai écrit ce scénario. Et la documentation m'a, vraiment inspiré. Enfin, j'en ai disposé assez librement. Et curieusement, c'est le premier scénario de ma vie que j'ai écrit tout seul et encore en français. Et je crois que ça m'a même permis d'être plus libre d'écrire dans une autre langue. Et c'est seulement après que toute mon équipe formidable
s'est mis à faire des recherches. C'est la costumière qui ramenait tous les jours des documents. C'est même la juriste qui nous apportait alors des éclaircissements. Les accessoiristes, c'est ça qui est formidable. D'un coup, on se rend compte, bon, ça a beau être un demi-siècle, tout existe encore. Il y a la sacoche, le truc, le règlement militaire, comment fusiller quelqu'un, parce que ça existe. Alors quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah ça, il faut faire une répétition générale. Comment il va faire le lieutenant qui n'a jamais fait une exécution, comment il va fusiller 27 personnes sur 9 poteaux? Il faut une répétition. C'est comme de la mise en scène. Chacun a sa manière de faire de la mise en scène. Et comme j'ai travaillé longtemps comme assistant, j'ai su comment travaille Alain Resnais l'année dernière à Marienbad, très hiérarchique comme ça. Il est là, il regarde d'une patience infinie. Tout au plus, il chuchote à quelqu'un. J'avais Jean-Pierre Melville qui, alors, lui, est assis dans sa chaise avec son chapeau, son manteau, très gangster lui-même, ne disant presque rien, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et puis, il y avait Louis Malle qui, lui, courait dans tous les sens, était toujours là, en train de faire toute l'équipe. Et il était évident, mon tempérament, c'était ça. Il faut que je fasse les mouvements des acteurs moi-même. Là, c'est pas que je leur joue la scène, mais il faut que je passe par les mouvements. Pareil, il faut que presque physiquement je touche la caméra pour la mettre. Moi, c'est ça mon plaisir, c'est mon terrain de jeu, le plateau, quand je travaille. Et je préfère de loin d'ailleurs en extérieur, où il y a du sable, du vent, peut-être de la pluie et tout ça. Et alors du coup, effectivement, je deviens le personnage, voire même les personnages. Mais je ne fais pas ça pour obtenir un meilleur résultat, je fais ça parce que ça me fait plaisir. C'est le moment où je vis, hein, et où je peux faire tout cela. Comme Guy regarde vers là, on fera aussi des plans sur Guy ici, quand on sera dans cet axe-là, quand il regarde dans cette direction. Ah, même tu tournes autour de lui, oui, encore mieux. Où est-ce qu'on va commencer? On va commencer quand la porte s'ouvre et qu'il se retourne. Donc tu es là. Non, c'est triché. Il n'y a pas d'assiette ici. La dernière était là. Oups. La bleue. On verra quand on trouvera un moment pour s'en débarrasser. Allez, on la refait tout de suite. Alors, s'il vous plaît, on va répéter. Mettez-vous en place derrière. On peut tourner. Tournez. Non, au 25, c'est net partout. Mettez-vous en place derrière. Ok, est-ce qu'on se lève? Est-ce que je me lève à la fin du plan? Quand la porte s'ouvre, mais seulement quand elle s'ouvre, ouais. C'est en découvrant, autant d'un point de vue historique que politique, les circonstances de cet événement tragique que Volker Schlöndorff a choisi de raconter les dernières heures des 27 otages du camp de Choiseul, sur les 48 qui seront exécutés entre Châteaubriand, Nantes et Paris. Et je trouvais que cette mosaïque qui se donnait là, ça dépassait de loin alors l'histoire du garçon Guy Môquet, qui après tout n'était qu'un des 48 otages. Et de raconter cette histoire sous ces différents angles, ce serait vraiment faire, pas seulement œuvre d'historien, mais œuvre d'Européen. Parce qu'aujourd'hui, c'est impensable. C'est qu'on vienne de là, hein, et qu'on soit arrivé quand même à cette évidence aujourd'hui d'être tous Européens, alors qu'il y a si peu de temps, il y avait encore de tels massacres et de telles guerres. Le travail des cinéastes est parfois de mettre en image notre passé, afin de nous rappeler que derrière une plaque commémorative, il y avait un camp de prisonniers, qu'à la place de garage, il y avait des baraquements, que d'une place, d'une rue,
ou d'une station de métro doivent résonner des noms en souvenir de leurs sacrifices. Et c'est peut-être en comprenant le passé que l'on peut apprendre à vivre au présent et espérer pour le futur. Et pour comprendre ce qui s'est passé en 1941, il faut revenir sur cette période trouble et sombre où les idées étaient comme les frontières, si fragiles. Un an après les accords de Munich, le 23 août 1939, Hitler et Staline signent par l'intermédiaire de leurs ministres des Affaires étrangères, Ribbentrop et Molotov, un pacte de non-agression, pacte qui fait des nazis et des communistes des alliés. En France, ce pacte germano-soviétique plonge parlementaires, militants et syndicalistes communistes dans le désarroi. Les opinions divergent au sein du parti, même si Maurice Thorez tente, comme il peut, de justifier ce pacte. Le gouvernement Daladier voit dans cette position ce qui ressemble à un acte de trahison. Le Parti communiste est interdit par le décret-loi du 26 septembre 1939. Ceux qui continuent de militer dans la clandestinité deviennent alors des hors-la-loi. Évidemment, ce pacte est extrêmement mal perçu en France. Extrêmement mal perçu à la fois par les autorités, qui comprennent bien que si Hitler n'est pas confronté à une menace à l'Est, il va pouvoir concentrer ses troupes à l'Ouest. C'est mal perçu par l'ensemble des formations politiques, de gauche comme de droite, sauf par les communistes étant bien sûr liés à l'internationale communiste, c'est une section nationale de l'internationale communiste, et le Parti communiste accepte et justifie ce pacte dans sa presse avant d'être interdit. C'est pour ça qu'il est interdit, puisque le pouvoir républicain considère qu'il s'agit là d'un acte de trahison. Donc l'opinion publique va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout le monde comprend que cette situation est gravissime et qu'elle met profondément la France en danger, et ça va d'ailleurs s'avérer tout à fait juste en mai-juin 1940. Donc voilà la situation créée par le pacte de non-agression. Pour les communistes français, c'est une situation difficile. Beaucoup décident d'ailleurs de ne plus militer, à partir du moment où le parti est clandestin, il y a des dangers. Certains militants ont sans doute refusé ce pacte et donc se sont éloignés, mais ceux qui restent l'acceptent. Et parmi ceux-là, il y a bien sûr les gens qu'on va retrouver à Châteaubriand. Je suis ici pour le préfet, je fais une inspection du camp. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour moi, rien. Mais pour nous, les politiques, beaucoup. Seule la libération de nous tous nous conviendrait. Victor Ronel, comment vas-tu, mon vieux? Commencer par faire que nous soyons traités au moins aussi bien que les souteneurs. C'est-à-dire que les communistes, sur ordre de Moscou, estiment que cette Seconde Guerre mondiale qui se déclenche est une guerre impérialiste, c'est-à-dire qu'une guerre menée entre capitalistes, d'un côté les démocraties occidentales, de l'autre l'Allemagne, et que cette guerre finalement ne concerne pas les ouvriers, et on appelle les ouvriers à ne pas s'en mêler. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un combat de capitalistes. Comme on est dans le pacte, le parti a quand même soin de ne pas stigmatiser les Allemands, et c'est aussi pour cela que l'occupant, à l'été 1940, va d'une certaine manière tenir compte du pacte en libérant un certain nombre de militants communistes qui ont été emprisonnés par les forces républicaines, par le pouvoir républicain, et en interdisant à l'administration en zone occupée d'appliquer le décret-loi du 18 novembre 1939, donc décret républicain, qui donnait l'autorisation au préfet d'interner les gens qui étaient suspectés de communisme. Le régime de Vichy obtiendra des autorités allemandes de pouvoir reprendre sa répression anticommuniste à partir de septembre 1940. Et à partir de là, les Allemands ayant donné leur feu vert pour que les autorités françaises puissent arrêter, interner les gens qui étaient suspectés de communisme, et bien c'est à partir de là qu'il y a ces fameuses grandes rafles, des grandes séries d'arrestations plus exactement en région parisienne, en octobre 1940, où un grand nombre de gens qui vont être fusillés le 22 octobre 1941 à Châteaubriand ont été arrêtés. Charles Michels, par exemple, mais aussi des gens comme Timbaud, Jean-Pierre Timbaud, tous ces gens-là donc, sont arrêtés dans ce cadre-là. C'est la première fois qu'ils étaient arrêtés, mais comme suspects. On les connaît, on connaît leur passé, ce sont quand même des syndicalistes de poids, des députés communistes, etc.
Ce sont des gens qui n'ont pas plongé dans la clandestinité, ils habitent chez eux. Hein. Ils n'ont pas pris non plus de mesures particulières pour se protéger. Et en l'occurrence, lorsque l'ordre est donné de les arrêter, les policiers français vont les arrêter chez eux. Ils vont ensuite être internés en région parisienne, dans un centre de séjour surveillé qui a été créé à Haincourt, puis transférés dans des prisons françaises, avant d'arriver à Châteaubriand en mai 1941, dans un camp qui est gardé par la gendarmerie française. Il n'y a pas d'Allemands dans ce camp. Il n'y a aucun Allemand. C'est un problème franco-français, si vous voulez. C'était un sentiment surtout de révolte, parce que, voyez-vous, à l'époque, les Français qui nous gardaient, il y avait des militaires. C'était pas des militaires, c'était des policiers qui nous gardaient. Ils avaient une attitude vraiment très, très rébarbative à notre égard. Vous voyez, quand il y avait les appels et qu'on se présentait pas, si on n'était pas en groupe, si on n'était pas à leur disposition, ils nous traitaient vraiment comme des chiens. Comme il y avait eu le pacte germano-soviétique, voyez-vous, alors ils étaient remontés un peu en pensant que c'était les soviétiques qui, etc., etc. Vous voyez, ils avaient encore ce sentiment. Au moment du pacte avec Hitler, j'ai pas été d'accord avec le parti. S'allier avec les fascistes qu'on venait de combattre en Espagne, c'était dur à avaler. Maintenant, c'est différent. Donc le 22 juin 1941, par l'invasion de l'Union soviétique par l'armée allemande, c'est l'opération Barbarossa, eh bien, l'internationale communiste va demander à ces sections nationales qui sont dans des pays occupés, eh bien, d'entrer dans une lutte à outrance à l'encontre de l'occupant. Alors les télégrammes sont maintenant connus, hein, on parle ce sont des documents d'archives qui sont maintenant disponibles, montre bien que Dimitrov demande à Jacques Duclos, qui est à l'époque le numéro 1 du Parti communiste clandestin en France, de créer des petits détachements pour lancer la lutte armée en France. On a fait le 14 juillet, on a fait tout un tas de manifestations, on a récupéré des armes. Vous savez, c'était le tout début de cette résistance, la création de cette résistance. Et quand on a fait ces manifestations anti-allemandes, on a mobilisé le plus jeune possible. Alors par exemple, moi j'ai été trouvé responsable du travail de masse dans chaque commune de mon secteur, et je leur ai demandé d'amener des jeunes au lieu de manifestation. Et ce lieu de manifestation, c'est au métro Richelieu-Drouot. On en avait rassemblé pas mal, des jeunes de toutes conditions d'ailleurs. Vous voyez, il y avait des gaullistes même, des jeunes gaullistes de Noisy-le-Sec d'ailleurs, etc. Puis d'un seul coup, on avait une nuée de policiers, en civil, qui nous ont encerclés. On était arrêtés à 17. 16 jeunes et une fille. Moi, j'étais la seule fille et 16 garçons. Ils nous ont remis entre les mains. On a traversé, nous ont la police, la PJ, à la PJ, vous voyez, au centre de la PJ. Là, on a été sous le couvert du commissaire Leblanc. Et alors, ils nous ont enfermés dans cette pièce, dans une pièce, les 17, et on a été interrogés à tour de rôle, vous voyez. Et puis à chaque fois qu'il y en a un qui revenait, il y en a un qui avait la lèvre fendue, l'autre qui avait le machin. Moi j'avais la frousse, j'étais la dernière. Je me disais. Et puis les gars ils m'ont dit, tu fais attention, c'est sur la gauche. C'est sur la gauche qu'ils ont la matraque. Je suis rentrée, peut-être que j'étais la seule fille, j'ai rien eu. Ils nous ont remis entre les mains de la police allemande. Alors la police allemande est venue nous chercher. Et ils nous ont emmenés au tribunal, au siège du ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique. On a été assis sur des grandes chaises. Alors il y avait un fel de gendarme, vous savez, c'était celui qui avait un fel de gendarme avec des médailles, un fel de gendarme, un détenu, un fel de gendarme, un détenu. On était assis comme ça. Et il y avait le tribunal allemand. Rien que des Allemands habillés en vêtements d'Allemands, quoi. Et alors, un seul Français qui est venu dire qu'on était des communistes, l'inspecteur Leblanc. C'est le seul Français mais qui n'est pas resté. Il est venu simplement pour dire qu'on était des jeunes communistes qui venaient manifester contre l'armée allemande, alors qu'ils ne savaient rien, parce que personne n'a parlé. Ils ont tous dit qu'ils étaient venus se promener sur les grands boulevards, etc., vous voyez, malgré les coups et tout. Ils sont allés perquisitionner dans nos familles, entre-temps, on est restés là, nous. Et puis après, ils ont donné les attendus du jugement. Alors, ils avaient demandé d'abord, avant d'aller perquisitionner, ils avaient demandé la peine de mort pour tous. Et comme j'explique aux gens,
Vous savez, ça semble drôle quand on dit la peine de mort, vous voyez. Et je sais pas, je regardais dehors, puis je me disais, dire qu'il va falloir mourir et qu'il fait si beau dehors. Vous voyez, c'est pas par bravoure, hein, parce que j'ai eu la frousse dans ma vie, hein, des frousses terribles. Mais là, j'ai pas réalisé. 3 de ses camarades seront exécutés. Odette, elle, sera incarcérée à la prison de la Roquette en cette mi-août 1941, pour être transférée quelques semaines plus tard au camp de Châteaubriand. Odette Odette On est arrivés, nous, au mois de septembre, vous voyez. J'ai retrouvé une vingtaine de gars de Drancy qui avaient été arrêtés sur les 400 qui se trouvaient dans ce camp-là. Et alors, quand ils ont su qu'il y avait des femmes qui arrivaient et qu'ils ont su que j'étais dans le camp, bon, ils me sont tous tombés dessus, c'est le moment de dire, pour avoir des nouvelles de leur famille. Et alors, c'est ce qui a scellé notre fraternité, comme j'explique partout maintenant. Je dis, jamais j'ai retrouvé ce sentiment de fraternité qui existait avec les hommes et les femmes. Et un sentiment, vous voyez, il n'y avait pas de flirt, il n'y avait pas de choses comme ça de particulières. Vous voyez, on a voulu tenter une aventure avec Guy Moquet. Guy Moquet a été amoureux de moi, c'est vrai, puis moi j'étais amoureuse de lui, mais on a, à travers une barrière, voyez-vous, à travers un barbelé, bon, on s'était promis des choses sans que les autres le sachent, sans que mes camarades de camp le sachent, sans que ses camarades de lui le sachent, voyez-vous. Et seule la lettre d'adieu qu'il m'a écrite, qui a pu le prouver, vous voyez, après. Parce que bon, sinon, il y avait que ma parole. Le 19 juin 1941, 4 noms manquent à l'appel. Fernand Grenier, Léon Mauvais, Eugène Neff et Henri Reynaud se sont évadés. Ils sont tous membres du comité central du Parti communiste. La facilité avec laquelle les 4 fugitifs s'évadent met à nu les dysfonctionnements du camp de Choiseul. Cette quadruple évasion, si vous voulez, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que, d'abord, la direction du camp saute. On va nommer un nouveau directeur de camp, on va nommer également un nouveau responsable du peloton de gendarmerie pour surveiller le camp de Choiseul, à Châteaubriand. Et bien sûr, cette nouvelle direction a ordre, mais c'est sa première mission, d'éviter à tout prix qu'il y ait d'autres évasions. J'ai appris que le poste vous sert surtout à prendre des directives du dehors. Il y a un certain chiffre 66 qui peut amener des instructions. Les autorités ont compris que seuls de hauts responsables pouvaient s'évader, avaient l'autorisation du parti de s'évader. Et donc il faut à tout prix que ces gens-là ne s'évadent pas, donc on va créer au sein du camp une nouvelle baraque qui sera entourée dans le camp d'une nouvelle enceinte, la fameuse baraque 19, où on va placer les gens qui sont importants et qui sont donc susceptibles de s'évader. Tous ces gars-là ont été envoyés dans une baraque désaffectée, qui se trouvait près de la baraque dans le camp des droits communs, une baraque. Alors ils avaient auparavant mis un barbelé autour de cette baraque, ils avaient renforcé la surveillance extérieure, et au fur et à mesure on leur disait « Prenez vos affaires, vous allez vous rendre dans cette baraque ». Alors ils partaient. Nous on les appelait indirectement les morts en sursis, parce qu'on savait que s'il arrivait quelque chose, c'était eux les premiers qui seraient pris. Et ils en ont mis 17 comme ça, dans cette baraque. Mais ils n'avaient pas mis les jeunes, vous voyez. Alors le souci, et là on retombe dans le dysfonctionnement de ces camps, c'est que la direction n'a pas de fichier. C'est-à-dire que les gens qui ont été arrêtés en région parisienne ont été arrêtés par la police française, les services les services de la préfecture de police de Paris, qui, eux, ont bien sûr des informations sur ces communistes-là, mais ces informations n'ont pas été transmises à Châteaubriand. Donc, la direction du camp va, si vous voulez, désigner les gens qui lui semblent importants pour les placer dans cette baraque 19, c'est-à-dire dans le camp, en fonction de ses propres critères, c'est-à-dire en se disant, bon, un tel est député, donc il est important. Un tel est un syndicaliste de poids, donc forcément c'est un communiste important. Tout en oubliant un certain nombre de militants qui étaient extrêmement importants, mais comme ils connaissaient mal la structure interne du parti, ils n'ont pas pu détecter cette importance. Donc cette baraque 19, dont on a entendu énormément parler dans l'affaire des otages, n'est pas, si vous voulez, créée pour sélectionner des otages.
a été créé tout simplement pour éviter des évasions tout à fait prévisibles. Et puis après, quelques temps après, vers le 20 octobre, on a appris qu'il y avait un colonel Holz qui avait été tué à Nantes, qui avait été exécuté par 3 jeunes à Nantes. Et alors, quand on a appris ça, on l'a appris, c'est-à-dire, il y avait au camp, il y avait une radio, mais nous, on ne le savait pas. C'était quelque chose de très, très secret, hein, c'était caché dans les planches de la baraque, on ne savait pas. Mais de temps en temps, de bouche à oreille, on apprenait quand même les événements. Et on avait appris qu'il y avait ce colonel Holz qui avait été exécuté par 3 jeunes. Et quand on a appris ça, on s'est dit, mince, nos gars, ils ont une mauvaise posture dans cette baraque quand même. Et bien entendu, les gens qui vont se retrouver dans cette baraque donc, sont considérés comme importants par la direction du camp, mais aussi finalement par les autorités françaises, et beaucoup de ces gens-là vont figurer parmi les otages fusillés à Châteaubriand. Le 22 juin 1941, Hitler, en envoyant ses troupes envahir l'URSS, a rompu le pacte germano-soviétique. En France, sur ordre de Moscou, les hautes sphères du parti doivent maintenant organiser une lutte armée contre l'occupant. Mais comme beaucoup de ces militants aguerris ont déjà été arrêtés, le parti clandestin doit trouver parmi ces jeunes recrues des volontaires qui sont prêts à risquer leur vie. Le début de la lutte armée est difficile. Mal préparés et manquant cruellement d'armement, les résultats de leur première tentative d'attentat sont militairement extrêmement minimes. Politiquement, par contre, ça a une implication, et notamment au sein du Parti communiste. C'est-à-dire que cette poignée de combattants est mal perçue au sein du Parti communiste clandestin. Pas par les hautes sphères, pas par la haute direction, mais par le peuple militant, si vous voulez. Non parce qu'ils les connaissent, mais tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent que ces attentats ont des répercussions directes sur eux. Si la révolution nécessite ces méthodes-là, moi je dis que ceux qui commettent les attentats devraient être prêts à payer de leur vie, plutôt que de laisser fusiller les camarades. Les militants sont en première ligne, sont les premiers à être fusillés, et ils estiment, si vous voulez, que la lutte armée qui produit manifestement très peu de résultats, se paie extrêmement cher pour les militants. Donc, ce qui fait que les militants récusent cette option dans un premier temps, la direction du parti le sait, le comprend, le ressent, et c'est pour cette raison qu'elle ne revendique pas les premiers attentats. Même si elle ne les revendique pas, la direction du parti clandestin, pour répondre aux attentes de Moscou, doit continuer d'organiser la lutte armée et pour ce faire d'enrôler de jeunes combattants. Gilbert Brusselin, donc, est un jeune homme qui a une vingtaine d'années en 1941 et qui milite au sein des jeunesses communistes clandestines depuis peu de temps, fin 40, début 41. Bon. Alors c'est quelqu'un qui a été remarqué parce qu'il est intrépide, il est toujours volontaire et il est l'un des premiers à passer à la lutte armée à l'été 1941. Il va diriger un groupe dans l'Est parisien. Je l'ai connu comme militant, il était responsable d'un groupe à Paris, lui, vous voyez. Je l'ai connu comme ça. Mais après, il a joué, il a suivi un chemin qui était un peu différent, vous voyez. Mais sinon, moi, j'ai toujours dit qu'il a été courageux parce que, vous savez, quand ça a été les premiers attentats, comme le premier ça a été l'attentat à Paris, là, au métro Barbès de Fabien. Après, il y a eu ça, après, il y a eu des attentats, parce qu'il fallait intensifier la lutte. On ne pouvait pas se cantonner à distribuer des tracts, à ramasser des armes, à passer des rapports. Il fallait quand même donner un exemple, montrer qu'on ne pouvait pas laisser continuer des choses pareilles. Sur ordre de leur hiérarchie, Gilbert Brusselin, Spartaco Guiscot et Marcel Bourdarias partent à Nantes avec pour mission faire sauter une ligne de chemin de fer et exécuter au hasard un officier allemand. Après l'échec du sabotage d'un train, le commando arpente les rues de Nantes à la recherche d'un officier allemand. C'est le 20 octobre 1941. C'est un lundi matin et Spartaco Guiscot et Gilbert Brusselin se rendent près de la cathédrale de Nantes et là emboîtent le pas à 2 Allemands.
Ces deux Allemands s'avèrent être le capitaine Sieger et le feldcommandant du département, Karl Hotz. Ils emboîtent le pas, ils sortent leur pistolet, ils tirent. Alors il s'avère que le pistolet de Spartaco Gisco s'est enrayé. Spartaco Gisco visait le capitaine Sieger. Par contre, Gilbert Brusselin tue le feldcommandant Hotz. Bon, ils parviennent à s'enfuir, mais en l'occurrence, le capitaine Sieger, qui réchappe à cet attentat, est un témoin de première importance, et complètement fiable pour les autorités allemandes, bien entendu. Depuis l'été 1941, les autorités allemandes ont prévenu les autorités, mais aussi la population française, qu'en cas d'attentat visant les troupes allemandes, les autorités se donnaient le droit de fusiller comme otages des Français qui sont internés ou emprisonnés. Les Allemands décident de préciser à l'interne le choix des otages. Celui qui est chargé de mettre en place ce code des otages s'appelle Otto von Stülpnagel, qui est, si vous voulez, le chef de l'administration militaire allemande en zone occupée. Il explique dans ce document, qui est destiné à ses subordonnés, à ceux qui sont chargés de l'administration militaire dans les régions, qu'il faut d'abord désigner des gens qui sont proches des auteurs présumés des attentats. Proches géographiquement, c'est-à-dire des gens qui sont internés ou emprisonnés en un lieu qui est proche du lieu de l'attentat, et qui sont également proches idéologiquement des auteurs présumés. Alors pour les Allemands, ces attentats ne peuvent être que le fait des communistes, voire des gaullistes. Et Otto von Stülpnagel ajoute dans ce code des otages une clause qui est importante. Il demande à ses subordonnés de choisir parmi les otages des mineurs, c'est-à-dire des gens qui sont âgés de moins de 21 ans, si et seulement si des témoins oculaires de l'attentat peuvent attester que les auteurs de cet attentat sont jeunes. Alors, le capitaine Sieger, qui réchappe à l'attentat à Nantes, qui a donc vu les auteurs de l'attentat de ses yeux, a témoigné. Et il a souligné la jeunesse des deux personnes qui ont tiré sur lui, en le ratant, et sur le feldcommandant Hotz. Et à partir de là, le code des otages s'appliquant dans l'affaire de Chateaubriand, c'est la raison pour laquelle on a désigné, parmi les 48 otages qui vont être fusillés à Nantes, Paris et Chateaubriand le 22 octobre 1941, 11 mineurs. Parmi ces 11 mineurs, il y a bien sûr Guy Moquet, mais il y en a d'autres, bien entendu, à Nantes. Mais ces gens-là, ces jeunes gens-là, ont été désignés uniquement par cette clause. Le nombre d'otages fusillés a été imposé par Berlin. Otto von Stülpnagel ne veut pas de fusillade massive. Pas pour des raisons humanistes, c'est pas son propos, mais parce qu'il sait que cette politique-là est contre-productive et va très certainement, si elle est appliquée, nuire à sa propre politique et l'empêcher de réaliser ses objectifs. Alors on sait également qu'entre-temps, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Pucheux, est intervenu dans la désignation des otages. Apprenant que des otages vont être désignés en Loire-Inférieure, il intervient, il essaie de faire en sorte que les Allemands désignent en particulier des communistes, parce qu'il a extrêmement peur que les Allemands fusillent des non-communistes, fusillent ce qu'il lui appelle des bons Français. Merci. Merci d'être venu. Je ne sais pas comment ils vont vous accueillir, mon père. Ils sont tous communistes. Comment le savez-vous? Par les listes que nous avons établies. Comment avez-vous mis le doigt dans cet engrenage? J'ai fait ce qu'aurait fait à ma place tout fonctionnaire ayant le sens des responsabilités. La responsabilité, il fallait la laisser aux Allemands seuls. Je ne pouvais pas... Je ne devais pas laisser mourir de bons Français. Donc des listes sont dressées par le cabinet de Pucheux et par Pucheux lui-même,
deux listes, une de 20, une de 41 noms, donc ça fait 61 noms, qui sont donc donnés à l'autorité allemande pour que les Allemands puissent choisir. Finalement, les Allemands n'ont pas suivi particulièrement les indications de Püscheux, c'est-à-dire qu'ils ont fusillé à Nantes, par exemple, des anciens combattants qui n'étaient pas du tout communistes et que Püscheux voulait sauver à tout prix. Püscheux, dans ses listes, n'a pas désigné de mineurs, et n'a surtout pas inscrit de nom comme celui de Guy Môquet. Les Allemands ont fusillé des mineurs, et les Allemands, au final, même si ces listes impliquent évidemment, moralement en tout cas, Püscheux et ses proches collaborateurs, les Allemands ont appliqué leur loi. Ils ont appliqué une procédure. Cela explique absolument le choix qui a été effectué, le choix dramatique bien entendu, qui a été effectué en octobre 1941 et qui a conduit 48 personnes à la mort. Messieurs, vous devez comprendre ce que ma présence parmi vous signifie. Vous avez été désignés par les autorités allemandes. J'en suis désespéré, mais je n'ai pu m'y opposer. Vous serez fusillés d'ici 1 heure. C'était le 22 octobre. Le 22 octobre, je vois les gars, les Allemands, les Allemands étaient déjà venus la veille et ils occupaient les miradors. Oh, je dis, t'as vu ce qu'il y a au milieu du camp? Je ne savais pas ce que c'était qu'un fusil mitrailleur, moi je n'avais jamais vu ça. C'était un fusil mitrailleur que les Allemands avaient installé. Et ils avaient installé un fusil mitrailleur dans le milieu du camp, dans notre camp, le camp P2, qui visait le camp P1 et qui visait les autres camps, voyez-vous. Alors on rentre dans la baraque, mais alors aussitôt qu'on est rentré dans notre baraque avec notre gamelle, toutes les portes ont été fermées, tout a été cerné, on a été enfermés dans les baraques, il fallait fermer tous les issues. Et on avait une copine qui était infirmière, et on lui a fait la courte échelle, parce qu'il y avait une espèce de petit vasistas. On lui a fait la courte échelle, elle est donc grimpée, et puis elle nous a raconté ce qu'elle voyait. On dit, je vois 3 camions qui arrivent. Alors, on a 3 camions bâchés qui arrivent. Elle dit, puis ils s'arrêtent dans une baraque désaffectée qui était au bout de notre camp également. Je vois qu'ils s'arrêtent là. Bon. Et puis elle dit, oh, puis je vois les gars qui descendent. Alors, les gars qui descendent, le camp, il était légèrement en biais, où étaient enfermés ceux qu'ils avaient pris comme otages. Oh, elle dit, je vois les gars qui descendent. Oh, j'aperçois Tintin. Elle dit, je vois, il passe devant notre baraque, il a fait un signe parce qu'il devait se douter qu'on regardait. On les enferme dans une baraque là-bas, près des camions bâchés. Ils avaient pris un curé, là, l'abbé Moyon, qui était un gars qui a été très, très, très brillant, très sympathique auprès d'eux, vous voyez. Charles Michel lui a dit, on ne partage pas vos idées. Mais le prêtre, il leur a répondu, mais moi, je suis près de vous, très très près de vous, beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous voyez, il les a beaucoup aidés sur la fin, si vous voulez, en quelque sorte. Il a été très, très bien avec eux. Vous voyez, ils ont fait leur lettre d'adieu, parce qu'on leur avait donné un papier quand même et un crayon. Et alors, ils ont fait leur lettre d'adieu sur le banc, comme ça. Et après, ils ont été écrire sur les planches de la baraque, vous voyez. Par exemple, Guy avait écrit, vous qui restez, soyez dignes de nous. L'autre, vive la France libre, enfin, etc. Ils avaient signé leur nom. Et alors, dans cette baraque, après, ils sont montés, quand ils ont écrit leur lettre, on les a fait monter par 9 dans des camions bâchés. Et quand ils sont partis, ils ont chanté la Marseillaise, vous voyez, mais une puissante Marseillaise. Et nous, à ce moment-là, on est sortis, tout le monde est sorti des baraques. On s'est rassemblés. Les 3 camps, y compris même les droits communs, vous voyez, sont venus. On s'est rassemblés parce qu'on ne savait pas qui était parti. On savait qu'il y avait ceux qui étaient comme otages, mais comme ils en ont pris 27 et qu'il y en avait 19, il fallait qu'ils en aient pris dans les baraques. Alors, il y a Gauthier, qui était un responsable syndical également, qui n'avait pas été pris, lui. Il a fait l'appel des morts. Et alors, c'est là qu'on a appris il y en avait pris 19 là. Ils avaient pris Thierry-Vel, qui était un marin-pêcheur. Ils avaient pris les jeunes, Claude Lallay. Ils avaient pris de la Vacquerie. Ils avaient pris tous les jeunes qu'ils avaient pris individuellement dans chaque baraque. Vous voyez. Ils ont été fusillés à 2 km à la carrière, cette carrière qui est à 2 km de la ville de Châteaubriand. Et quand ils ont été fusillés, mes camarades m'ont dit, on a entendu les coups. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu, peut-être que j'étais trop perturbée, vous voyez. Il y a un gendarme qui s'approche de moi, puis il me dit, je vais vous donner quelque chose.
Et alors il m'a donné le petit papier, la lettre de Guy Môquet, oui. Il m'a dit, surtout, n'en parlez à personne. Alors j'ai gardé cette lettre, vous voyez, pendant 60 ans. L'attentat qui a conduit 48 otages au peloton d'exécution est condamné aussi bien par l'opinion publique que par les militants communistes. Dans sa presse clandestine, la direction du parti non seulement ne revendique rien, mais condamne. Pour ses auteurs, et en particulier pour le jeune Gilbert Brusselin, c'est le début d'une longue descente aux enfers. Donc Gilbert Brusselin retourne à Paris après l'attentat, donc il va retourner à sa planque, et la police est chez lui le 30 octobre 1941. Donc, il a de la chance, il parvient à échapper à la souricière, et il se réfugie avenue de Bidour à Paris, dans le 19e arrondissement, dans une loge de concierge, enfin à côté d'une loge de concierge qui sert de stock d'explosifs à l'organisation spéciale, c'est-à-dire en gros à l'organisation armée communiste. Sa tête est mise à prix, son portrait est diffusé dans les journaux, et là il doit quitter cette planque. Il estimait, parce qu'il est décédé maintenant, il estimait que le Parti communiste aurait préféré le voir mort. Il passe une partie de la guerre à Londres, puis en Algérie, et il revient à la Libération. Et là, il apprend que sa mère et sa sœur ont été arrêtées par les Allemands et que sa mère a été gazée à Auschwitz. Alors sa mère a été arrêtée uniquement parce qu'elle est la mère de Gilbert Brusselin. Et il y a également le poids des otages, bien entendu, même s'il s'en est toujours défendu, je crois que quand même c'était quelque chose difficile à supporter. Alors Gilbert Brusselin, dans un premier temps, lorsqu'il est militant à la demande du parti, et notamment de l'un de ses chefs dans la résistance communiste armée, Albert Ouzoulias, qui lui a demandé de ne pas évoquer Nantes, on l'interviewe quand même dans l'Humanité Dimanche en 1950, où là il explique que d'une part, il a assuré la protection de Pierre-Georges dit Fabien au métro Barbès, en août 1941, et que d'autre part, il est allé à Nantes. Alors il s'est tourné de telle façon qu'on a l'impression qu'il est allé de son propre chef, et qu'il a pris la décision individuelle de tuer le commandant Hotz. Bon. Et puis silence. Silence, on n'entend plus Brusselin, jusqu'au jour où Albert Ouzoulias, qui est toujours communiste, publie en 1967 un livre qui va faire date et qui se dénomme « Les bataillons de la jeunesse ». Livre dans lequel Brusselin est mis en scène, on parle de Brusselin est aussi interviewé, où là on explique très clairement que Gilbert Brusselin a tué le commandant Hotz à Nantes et qu'il a agi sur ordre du Parti communiste. C'est la première revendication de cet attentat. La revendication la plus claire, donc 1967, c'est-à-dire quand même 26 ans après les faits. C'est très fragile l'histoire. C'est à la fois très scientifique, les historiens font un travail, considérable en permanence. Et puis c'est fragile. Moi, il y a un compliment que j'ai eu dans ma vie qui m'a bien plu, c'est Julien Gracq, qui m'a écrit un jour une lettre à propos de mon livre, en me disant « Bravo parce que vous avez échappé au pathos ». Et c'était mon obsession, c'était de me débarrasser de quelque chose qui m'avait construit, parce que forcément, quand vous avez 7, 8, 9 ans et qu'on vous met dans les oreilles la dernière lettre de Guy Môquet à chaque fin de vacances l'été, ça ne peut avoir que des conséquences. Pas forcément bonnes d'ailleurs. Pas forcément positive, d'où l'imbécilité de vouloir responsabiliser systématiquement l'enfance de France à propos de tel ou tel sacrifice. Voilà. La transmission, c'est complexe. Je veux dire, surtout quand un pays, dans les années 50 ou 60, ne faisait pas le boulot et que tout se faisait dans les familles. Tout de suite après l'exécution des otages, il y a une politique mémorielle qui est mise en place par le Parti communiste. C'est-à-dire qu'on va honorer Guy Môquet parmi les 27 parce que Guy Môquet incarne la jeunesse. Il a 17 ans, il incarne la jeunesse du parti, il va être, si vous voulez, le martyr de la jeunesse communiste.
on va évidemment l'ériger en résistant. Même s'il n'était pas, bien sûr, un résistant au sens où d'autres ont pu l'être très, très engagés un peu plus tard. Ils étaient des otages. Et puis l'autre, c'est bien sûr l'accaparement, l'héroïsation par le PC qui en a fait un rendez-vous et presque un rite. Mais je pense qu'il faut faire preuve non pas de méfiance, mais de discernement. Voilà, il faut regarder cette journée du 22 octobre 1941, je pense, comme un immense sacrifice. Donc, concernant l'affaire Guy Môquet, et ce qu'a pu en faire Schlendorf, justement, c'est intéressant, parce que c'est une autre mémoire. Moi, je ne voulais pas expliquer l'histoire de France aux Français. Moi, je voulais expliquer aux Allemands la France sous l'occupation allemande. Surtout aujourd'hui, je veux dire, à l'heure de l'Europe, et que l'Allemagne prend une hégémonie financière, économique et autres, ça peut facilement quand même rappeler de mauvais souvenirs. Une fois déjà, on a été sous la coupe des Allemands. Hein, je simplifie. Et d'expliquer aux Allemands quelle était vraiment la résistance française. Tout pareil, comme nous avons une martyre en Allemagne, Sophie Scholl, une étudiante qui avait 21 ans ou même pas, qui jetait des tracts dans la cour de l'université de Munich contre Hitler et qui a été pendue de même. Voilà que dans nos histoires, il y a toujours cette similitude que ce sont souvent des jeunes, très jeunes, qui ressentent une injustice et qui, sans s'occuper de politique, de tactique, stratégie, patati patata, de parti ou autre, mais simplement s'expriment. Alors, c'est là que j'espère que le film va donner aux Allemands une vue de la jeunesse française à l'époque et donc d'aujourd'hui. Mais vous voyez, c'était ce sentiment de haine, vous voyez, que j'avais. Puis après, bon, la haine, j'avais de la haine pour ces Allemands, parce que bon, c'est vrai que... Mais quand j'étais à Berlin, quand j'étais là à Berlin, j'ai vu des gosses comme ça, en chemise, le Berlin qui était détruit, etc. Ça m'a fait de la peine. Alors ma haine, elle s'est transformée. Alors ça m'a un peu, vous voyez, ça m'a permis de... Alors le seul survivant ou témoin que j'ai rencontré finalement, c'était Odette Niles, la fille derrière la palissade, à qui Guy a écrit son dernier mot. Et en l'écoutant, comment dire, je me suis imbibé, je me suis mis dans le truc et je ne savais pas comment finir le film. Et en l'écoutant, quand elle dit il voulait un patin, moi je ne savais même pas ce que c'était qu'un patin. Et je me suis dit, c'est formidable, c'est là-dessus qu'il faudrait finir le film. Et en partant de chez elle, j'ai inventé une lettre qu'elle écrirait à Guy Môquet, et qui est la lettre de la fin, et où elle disait, quand je parlais avec elle, qu'on la transportait du camp de Choiseul après dans un autre camp, et qu'en passant, il voyait la mer, elle était plate et calme, la mer à l'aube, mais qu'elle, elle sentait que Guy n'était pas mort pour rien, et que maintenant la France allait se soulever, et ce massacre allait être, en un sens, le début de la résistance. Alors comme ça, inspiré par cette vieille dame, j'ai écrit une lettre imaginaire à sa place et qui résume au fond à la fois le titre et aussi le sens du sacrifice, c'est-à-dire qu'il ne faut pas subir, il faut s'indigner.
Mon cher Guy tout petit, si je pouvais t'écrire une lettre là où tu es maintenant, je te dirais que la plupart de nous, les femmes, avons été emmenées dans un autre camp, à un cours. Du train, j'y ai vu la mer. Elle était tellement belle que j'aurais aimé m'y baigner, avec toi, comme dans les rêves qu'on faisait. À propos de la mer, elle était aussi calme à l'aube et aussi endormie que tout notre pays. Mais maintenant, tout va changer. Indignés, les gens vont se lever. Et vous ne serez pas morts pour rien. Allez, je te roule un patin pour de bon. Ta grande Odette.